Bonjour à toutes et à tous. Dans ce dernier épisode de notre podcast Les abîmes de l'histoire, nous allons vous parler des aspects psychologiques de la torture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Anglebert, qui est le président du département de criminologie à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain, qui va pouvoir répondre à nos questions concernant le sujet que l'on traite depuis le début de cette série, qui est la torture. Bonjour M. Anglebert. Bonjour. Avant de commencer, des sujets tels que la torture, la violence, les troubles du comportement alimentaire, le suicide, les troubles mentaux sont abordés dans cet épisode et peuvent toucher la sensibilité de certains. Si vous le permettez, avant de poser nos premières questions, nous allons définir la notion de torture physique et psychologique. Selon l'ONU, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. La torture psychologique, comme la torture en général, est interdite, mais selon différents rapports et études de l'OMS, plusieurs millions de personnes souffrent de traumatismes dus à la torture psychologique. Et pour cause, la torture psychologique est présente au quotidien. En 2000, Amnesty International a déclaré que 150 pays sur 198 pratiquaient la torture malgré l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avoir recours à la torture ne nécessite donc pas forcément d'agression physique. Il peut en être aussi d'un autre type de torture, appelée blanche ou propre, qui est en fait la torture psychologique. Elle se caractérise de diverses manières, telles que la mise à l'isolement, les positions de stress, les privations sensorielles, les humiliations, telles que le harcèlement, les violences verbales, les intimidations, les privations de sommeil, etc. Mais la torture est définie souvent comme des actes inhumains. Pourtant, ils sont administrés par des humains. Comment expliquer cela ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cet épisode avec l'aide de notre invité, M. Anglebert. D'abord, la torture psychologique est présente dans différents milieux, tels que en prison, dans le couple, dans la famille, à l'école, en entreprise. En prison, ou détenus politiques, selon une nouvelle étude, les prisonniers soumis uniquement à la torture psychologique rapportent autant de dommages mentaux que ceux qui sont torturés physiquement. On parlera alors de stress post-traumatique, d'angoisse, etc. L'isolement prolongé, c'est-à-dire aucun contact avec autrui, avec parfois en plus privation d'accès à l'hygiène, à la lumière ou surstimulation auditive, musique ou bruit très fort 24/24, sont des exemples de torture psychologique envers les détenus. Dans les 4 exemples suivants, on parlera davantage de violence psychologique plutôt que de torture, à proprement dite. Elle se différencie de la torture par son contexte, qui est plus quotidien et plus subtil. On observe des violences psychologiques au sein du milieu familial, comme dans le couple, où elles se manifestent avec des insultes, des menaces et des chantages à répétition d'une personne envers sa partenaire. Ou au sein des familles, et envers les enfants. Par exemple, en tenant l'enfant à l'écart de ses amis, du reste de sa famille et de toute interaction sociale. Au sein des milieux sociaux, tels que dans le milieu scolaire, avec du harcèlement, des intimidations et des injures répétées. Ou en entreprise, sous forme de menaces, mais également d'injures, de harcèlement, etc. Et également sur les réseaux sociaux. Bien sûr, la torture psychologique s'exprime sous différentes formes et dépend de différents facteurs, lieux, personnes, époques. En voici quelques exemples. Durant l'Inquisition, les bourreaux jouaient avec la pudeur des accusés, en les menaçant de retirer leurs vêtements. À Guantanamo, par exemple, une des tortures utilisées dans cette prison est de faire écouter certaines musiques très fortes, ce qui met les nerfs de la victime à rude épreuve. Les valeurs religieuses ne sont pas respectées. Elles sont dégradées par des actes ou des paroles blasphématoires. Les tortionnaires font parfois subir aux victimes un manque d'hygiène,
une vie en surpopulation, ou à l'inverse, un isolement total, comme par exemple une interdiction de parler aux autres détenus. Le but est souvent de provoquer intentionnellement un traumatisme chez la victime en détruisant ses défenses psychiques. La victime ne peut donc espérer de futurs positifs et ne voit aucun moyen pour que la torture ne se finisse. Mais chaque tortionnaire est-il conscient qu'il administre cette souffrance à sa victime ? Est-ce qu'il y a toujours un but ou est-ce que cela peut découler d'une sorte de plaisir malsain ? Ok, alors là, vous venez déjà de dire beaucoup de choses. On peut peut-être en tout cas d'abord insister sur le fait que dans le champ de la délinquance, il n'y a pas de lien systématique entre une manière de fonctionner, un fonctionnement psychologique et les faits qui sont commis. Ça veut dire que il n'y a pas de corrélation stricte entre le fait de commettre un acte, par exemple comme celui de la torture, et une structure psychologique qu'on pourrait identifier de manière sous-jacente. Alors, il peut y avoir des gens qui prennent un certain plaisir dans la souffrance qu'ils adressent à autrui. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que ça veut donc dire qu'ils ont de l'intérêt pour le vécu de l'autre, un vécu de souffrance, mais ils manifestent de l'intérêt. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont produire ces conduites-là, ces comportements-là, alors qui demeurent, c'est peut-être important de le dire aussi, des conduites aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines assez rares. Alors, moi, évidemment, je vais me placer depuis la matière que je connais. Moi, je suis psychologue. Et donc, je rencontre les personnes qu'on rencontre dans le champ de la délinquance en Belgique. Je ne suis pas expert à Guantanamo, donc je ne connais pas très bien ces milieux-là, mais je pense que c'est des milieux qui sont relativement, en tout cas, eu égard à la question de la délinquance telle qu'on la traite dans un pays comme la Belgique, c'est relativement distant. En tout cas, ce qui est à mon avis d'important à mettre en évidence pour répondre à votre question, c'est que la question de savoir si une personne commet une conduite délinquante en réponse à un fantasme, à un besoin de faire souffrir l'autre, elle est d'une part très difficile à mettre à jour, parce qu'on n'a jamais vraiment accès à ce que pense une personne. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire dans le champ de la torture, c'est que vous avez donné beaucoup d'exemples ici, qui sont des exemples très liés à des contextes, à des institutions, qui produisent des effets de torture. Vous avez parlé de Guantanamo, vous avez parlé de logique collective qui prônait la torture, alors pour en extraire certains types d'informations, pour faire souffrir les gens à dessein. Et il va de soi que les personnes qui se retrouvaient dans ces collectifs-là, les bourreaux, c'est très difficile de dire que c'est des gens qui seraient particulièrement habités par des pulsions malsaines, par des fantasmes problématiques ou déviants. On pourrait même aller un peu plus loin et se dire que être capable de produire des conduites telles que la torture dans un collectif, où un patron dirait « va torturer un tel », peut-être que la première des caractéristiques, c'est être capable de soumettre à une autorité, c'est celle de son patron. C'est un travail qui a été bien mis en évidence par les expériences de Milgram, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais de soumission à l'autorité. Il montrait, ce monsieur-là, que quand on prenait des personnes toutes venantes et qu'on les mettait dans un dispositif assez complexe, où on leur demandait, quand une personne ne répondait pas bien à une question, de donner une décharge électrique. Eh bien, en réalité, les gens le faisaient, la plupart des gens le faisaient, et ils administraient des décharges électriques létales, c'est-à-dire qui menaient à la mort des personnes, alors qui était tout à fait fausse, évidemment. Il y avait de l'autre côté un comédien qui hurlait à chaque fois qu'il recevait la dose, et le simple fait que l'autorité au-dessus dise « allez-y, vous pouvez augmenter la dose sans problème », ça les faisait potentiellement commettre un meurtre. On pourrait défendre l'hypothèse, à mon avis elle est défendable, que les vrais grands criminels, ceux qui, quand je dis vrais, pas dans le sens où ils seraient meilleurs que d'autres, mais ceux qui ont des modes de fonctionnement psychique très graves, très sérieux, comme on en rencontre rarement, mais comme il y en a, on pourrait mettre l'hypothèse que c'est peut-être des gens qui seraient arrêtés beaucoup plus tôt et qui n'auraient justement pas produit cette torture parce qu'ils ne se seraient pas soumis à l'autorité. Donc tout ça pour vous montrer que c'est des questions compliquées et que la torture, si elle s'inscrit dans un collectif où on demande à des gens de le faire, la première qualité de cette personne-là, c'est pas du tout d'être cruel ou sadique, c'est de se soumettre à l'autorité et de ne pas interroger un acte qu'on lui demande de faire, ce qui ne va pas du tout être le cas de quelqu'un qui va produire un effet de torture sur sa victime tout seul parce qu'il l'a décidé. Et donc le contexte va beaucoup changer les choses. Pour les tortionnaires, la torture psychologique est très pratique, puisqu'elle ne laisse aucune marque physique. Cela rend donc plus difficile le recours à la justice.
Maintenant, nous allons aborder la torture en général et les tortionnaires. La torture physique et les tortures psychologiques sont toujours inextricablement liées. La torture est une relation, un rapport de force au détriment de la victime, visant à son assévissement, à sa déshumanisation. Différentes méthodes de torture existent. Nous avons déjà abordé la torture psychologique, mais elles peuvent être également de nature physique, comme des coups, des décharges électriques, etc. Elles peuvent être également de nature sexuelle, comme le viol ou l'humiliation sexuelle. Malgré que la torture soit illégale au regard du droit international, la torture physique reste une pratique courante dans de nombreux pays, mais elle est extrêmement difficile à chiffrer car elle est souvent administrée dans le secret par le gouvernement, des groupes armés et des criminels. Des rapports montrent que des milliers de cas de torture sont documentés chaque année, mais cela ne reflète qu'une partie de la réalité. Qu'est-ce qui pousse les victimes à garder le silence une fois libérées ? Ok, alors là vous brassez très large et vous dites beaucoup de choses qui sont très importantes et très intéressantes. Peut-être que la première chose qu'on peut dire, c'est que il faut vraiment s'entendre sur la définition de la notion de torture, parce que vous en avez donné plusieurs. Il y en a une qu'on va pouvoir comprendre dans un sens très large, qui est celle de procurer de la souffrance à autrui, on pourrait dire ça comme ça. Si on veut pousser le raisonnement un peu plus loin, et c'est intéressant de le faire pour essayer de mieux comprendre le champ définitoire, on pourrait se dire que la torture n'est pas toujours une déshumanisation, par exemple. Je vais donner un exemple un peu provoquant, mais pour essayer de nous aider à comprendre la notion. Si vous prenez quelqu'un qui est sadomasochiste, et un couple sadomasochiste, il y a des gens qui sont en couple et qui apprécient infliger de la souffrance à l'autre. Alors, certains couples qui ne le savent pas, et de l'extérieur on dit « Ah, ceux-là, ils sont sadomasochistes, ils se font du tort l'un à l'autre », mais il y a aussi des couples, moi je reçois dans ma consultation des gens qui ont une vie, par exemple une vie sexuelle qui repose sur la domination de l'autre, etc., la souffrance. Et il y a des gens qui verbalisent, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, le besoin, d'un point de vue sexuel par exemple, d'être torturés par autrui, avec toute la difficulté qu'à ce moment-là, ce sont des scénarios qui se mettent en place. Et les gens disent d'ailleurs eux-mêmes, mais au fond, on voudrait que ce soit spontané, naturel, hors de toute limite. Mais sauf qu'à ce moment-là, si c'est hors de toute limite et hors de tout consentement, on est dans quelque chose d'illégal. Et donc on est toujours dans des situations un peu compliquées, mais on estime que si c'est le cas en Belgique, mais dans beaucoup d'autres pays, si ce sont deux personnes adultes, majeures et consentantes, entre elles, finalement, leurs activités sexuelles, même si elles impliquent de la souffrance, même peut-être un peu de violence dans certaines limites, si elles sont assumées et vécues, on estime en tout cas que c'est quelque chose qui fait partie en tout cas des manières de fonctionner. Alors, pas de la plupart des gens bien sûr, mais ce n'est pas des comportements qui sont strictement rares. Tout ça pour vous montrer que c'est intéressant de voir que c'est des conduites où il y a une question de violence à l'égard de l'autre, de torture potentielle à l'égard de l'autre, mais avec un intérêt pour l'autre, et donc on ne peut pas tout à fait faire rentrer ça dans la case de la déshumanisation. L'exemple extrême de l'autre côté, c'est les exemples que vous donnez, qui sont dans des phénomènes de déshumanisation évidents, où la personne, alors c'est souvent les exemples que vous prenez ici sont dans des collectifs, vous parlez de pouvoirs armés ou en tout cas organisés, de pays qui peuvent penser ces conduites-là et les réfléchir. En tout cas, dans ces cas-là, il y a des effets de domination, mais ça semble raisonnable de dire qu'ils sont surtout produits par l'organisation et par le collectif en tant que tel. Ce qui me semble en tout cas intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que quand l'être humain produit un acte qui mène à la souffrance de l'autre, sans du tout minimiser cela, et c'est souvent des choses très graves, bien sûr, qu'il faut pouvoir traiter, tant du côté de l'agresseur que, bien sûr, du côté de la victime. Je crois que c'est parfois trop simple de limiter ça à simplement le fait de déshumaniser l'autre. Je pense que la dynamique relationnelle entre un agresseur et sa victime, elle est souvent dans quelque chose où, par exemple, s'intéresser à la souffrance de l'autre, c'est bien qu'il y a un intérêt pour l'autre, un intérêt morbide, effrayant, vertigineux, mais pourtant bel et bien un intérêt qui, d'une certaine manière, est présent. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a une certaine nuance. Peut-être qu'une deuxième chose, une autre chose qu'on pourrait rajouter, c'est que
dans le champ de la philosophie et de la criminologie, un auteur qui a mis très important dans ce domaine-là, c'est Michel Foucault, c'est un philosophe très important. Et dans un livre qui s'appelle Surveiller et punir, publié en 1975, Foucault, il met en évidence quelque chose d'intéressant et qui touche un peu à ce que vous évoquez, c'est qu'il dit, dans les sociétés qui étaient régies par le roi, par le passé, le roi avait droit de vie ou de mort sur cette terre, et il avait non seulement le droit de vie ou de mort, mais il pouvait torturer le corps des autres. Il pouvait décider qu'on torturait, et c'est les fameuses scènes où le roi décidait qu'un tel devait être torturé ou pas. D'ailleurs, le livre Surveiller et punir, qui est un livre vraiment très, très important dans l'histoire de la philosophie, est un livre qui décrit la vie de la prison, et il commence par une scène d'écartèlement, donc, où un délinquant, un détenu, est relié à 4 chevaux. Ces 4 membres sont reliés à 4 chevaux, et on fait galoper les chevaux, et on voit jusque quand le corps tient. Donc une scène de torture absolue et effroyable. Et Foucault dit: le monde de la prison, de la délinquance, a évolué, fort heureusement, pourrait-on dire. Et il dit, on est allé du droit de vie ou de mort vers la gestion des corps. Et c'est ce que Foucault appelle le biopouvoir. Il dit, il y a l'apparition du biopouvoir qui va de pair avec la disparition de la royauté. Il n'y a plus un roi qui est responsable sur cette terre, mais des sociétés démocratiques qui apparaissent, sociétés démocratiques qui font avec les délinquants, qui ne peuvent plus les torturer, ou en tout cas le moins possible, et on torture quand même beaucoup moins maintenant qu'il y a 100 ans, ou il y a 200 ans. Mais Foucault dit, on a transformé ce rapport au corps du détenu. Avant, le corps du détenu, on en faisait ce qu'on voulait, on pouvait le faire souffrir jusqu'à mourir. Maintenant, on est dans ce qu'il appelle le biopouvoir, c'est-à-dire qu'on le surveille et qu'on l'organise. Et il y a une surveillance qui est produite, et donc les personnes sont en prison, elles sont surveillées. Il y a une vision sur les corps des détenus, qui peut d'ailleurs même être en dehors de la prison. On a inventé les bracelets électroniques, et donc on part d'un corps torturé vers un corps surveillé. Et puis même, c'est Deleuze, qui est un autre philosophe qui a commenté Foucault, il dit, on est même allé vers un corps contrôlé. Et ce qui peut être intéressant à réfléchir pour nous tous, au-delà de la question de la prison, c'est de s'interroger aussi sur le rapport de la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'on n'est pas dans une société aussi qui est de plus en plus une société surveillante, surveillée, il suffit d'avoir un téléphone portable pour être quand même beaucoup surveillé à plein d'égards, etc. Et donc, cette transformation de la gestion du corps qui partait de la torture va vers un corps qu'on ne torture plus, mais qu'on maîtrise, qu'on gère. Et ça me semble raisonnable de penser, quand vous parliez des questions d'emprise, de torture psychologique, alors vous n'avez pas utilisé le mot, mais un mot à mon avis intéressant, c'est le mot d'emprise, donc la victime qui a une emprise sur l'autre, sans être... je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'emprise, la torture physique est toujours intrinsèquement liée à la torture psychologique. Je pense que justement, il peut y avoir des vécus de torture psychologique sans torture physique. Vous parliez du monde du travail, par exemple. Il y a beaucoup on peut imaginer beaucoup de séquences où les personnes vivent une sorte de torture mentale, mais qui n'est jamais justement objectivée par du physique, ce qui rendrait les choses plus simples pour les victimes d'une certaine manière, parce qu'elles pourraient l'objectiver. Et toute la difficulté de la torture psychologique ou de l'emprise psychologique sur autrui, c'est qu'elle est plus subtile et elle est dans un rapport de domination, de pouvoir, de surveillance, alors qui est aussi quand même historiquement souvent incarné par des figures dominantes, des personnes issues des classes dominantes, souvent des hommes, sur des femmes d'ailleurs. Les personnes des victimes se retrouvent dans quelque chose de très complexe et très ambivalent, puisque précisément, on n'est pas dans cette torture explicite du corps, où il y a des traces, où il y a même des stigmates qui peuvent dire, voilà, je peux vous montrer que j'ai été touché, puisque, regardez, j'ai telle cicatrice, j'ai telle marque sur mon corps, mais justement quelque chose où ça se passe du côté du psychique, et parfois d'ailleurs de manière tellement habile, je dis habile entre guillemets, de la part des agresseurs, que cette manière de fonctionner est toujours à la frontière de quelque chose. On est toujours en train de dominer l'autre, mais pas totalement. On le rend esclave, mais on le rend un peu libre aussi. On est toujours dans des situations un peu limites, un peu ambiguës, qui sont, à mon avis, la racine de ce qu'on appelle l'emprise ou la torture psychologique, pourrait-on dire. Et ce sont des comportements qui peuvent effectivement mener à des vécus de souffrance très importants du côté des victimes, alors qu'on appelle aujourd'hui psychotraumatisme par exemple, ou état de stress post-traumatique, c'est le terme généralement utilisé, et qui effectivement peut se manifester comme ça. Alors ça reste un mystère, la question du traumatisme, puisqu'il y a des gens qui, face à un même comportement,
vont subir un psychotraumatisme de manière extrêmement forte et face au même événement, d'autres personnes vont relativiser très fort. Et donc le vécu psychologique, il est très très difficile à objectiver et à généraliser, puisqu'en fait il va dépendre de nombreux paramètres, à la fois l'intensité de la conduite subie, mais aussi toute une série de capacités du côté du sujet à faire avec ou à ne pas faire avec. Et parfois des personnes qui seront très fortes sur certaines sphères vont être moins fortes sur d'autres. On a tous un rapport à la vulnérabilité très complexe et qui ne serait à mon avis pas raisonnable de vouloir limiter à des formules mathématiques où c'est vraiment toujours dans ces cas-là du cas par cas. On va réfléchir à comment cette personne-là peut faire dans cette situation-là ou ne pas faire. La torture est souvent considérée comme un phénomène inhumain. Pourtant, elle est administrée par des êtres humains envers d'autres êtres humains. Quel phénomène psychologique pousse des personnes à administrer ou à accepter de la torture? Qu'est-ce que cela dit de la nature humaine? Alors, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si ça dit beaucoup de choses de la nature humaine en général. Il faut, à mon avis, toujours se méfier des discours trop généralistes dans le champ de la psychologie et des conduites humaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand elles sont produites dans des collectifs organisés, pensons par exemple à l'armée ou à des organisations terroristes, par exemple, je crois que ce qui fait la caractéristique des personnes qui produisent le comportement de torture, c'est surtout la soumission à l'autorité. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il y avait un sociologue italien, Amadeo Cottigno, c'était vraiment intéressant. Il avait mis en évidence que dans la mafia, donc certaines fractions de la mafia en Italie, il avait mis en évidence qu'ils organisaient des tests psychologiques extrêmement complexes, extrêmement érudits, avec pour objectif d'identifier les modes de fonctionnement psychiques les plus inquiétants, notamment les psychopathes, et pour ne pas les accepter dans la mafia. C'était tout à fait contre-intuitif. Et il disait, mais nous, on veut surtout pas en tout cas, la mafia. Donc, c'était un repenti, c'était un ancien tortionnaire de la mafia qui disait, on veut surtout pas ces profils-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous prenez un psychopathe qui ne se soumet à l'autorité de personne, si jamais vous lui dites, à tel moment, il y a un braquage, tu nous attends devant la banque, on va sortir avec le magot. Si, au bout de 5 minutes, le psychopathe, il en a marre et qu'il a envie d'aller manger, il se barre. Il s'en va. Donc le psychopathe ne va se soumettre à aucune autorité. Pour organiser un collectif tortionnaire, par exemple, il faut des gens qui se soumettent à l'autorité. Et donc c'était vraiment intéressant de voir que, en réalité, ils essayaient de recruter les personnes qu'on appellera les plus normotypiques, c'est-à-dire les plus banales, les plus normales, un mot pas très heureux, mais qui pourront adhérer au discours du collectif. Alors, c'est pas un phénomène que je connais particulièrement bien, mais ça me semble raisonnable de penser que dans les organisations terroristes, par exemple, c'est un peu comme ça que ça marche aussi. Quand on recrute des personnes qui deviennent radicalisées, comme on le dit, eh bien, c'est souvent sur des personnes qui ont une sorte de terreau relativement conventionnel et classique, relativement neutre, plutôt que des gens qui auraient eux-mêmes déjà des éléments plus inquiétants. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi à cela, c'est que dans l'histoire de l'humanité, les crimes les plus atroces qu'on a souvent tendance, en tout cas, à classer, c'est toujours un peu sordide et particulier de classer ça, mais on peut dire qu'en tout cas, la Seconde Guerre mondiale et le nazisme font partie quand même des atrocités les plus importantes, en tout cas de l'histoire récente. C'est assez célèbre dans ce qu'on a appelé le procès Eichmann. Hannah Arendt, qui est une grande philosophe, a fait un travail assez remarquable puisqu'elle est allée assister au procès. Elle a pu écouter de près le Eichmann, qui était un des grands tortionnaires nazis. Et elle en est ressortie avec une thèse très célèbre qu'on appelle la banalité du mal. Et elle dit, au fond, ce Eichmann, c'est d'abord un pauvre type. C'est un type qui n'a pas beaucoup d'envergure, alors qu'on s'attendrait à voir quelqu'un qui arrive et qui ressort avec énormément de complexité, avec une sophistication presque, pour pouvoir commettre des conduites comme celle-là. En réalité, elle a mis en évidence que c'était un type qui était dans une sorte de banalité assez importante. Ce qui veut donc dire que quand on fait des expertises de personnes qui ont commis des faits très importants, on peut potentiellement tomber sur des gens qui ont des modes de fonctionnement psychique très basiques, très normaux. On peut aussi tomber sur des personnes qui ont des modes de fonctionnement psychique très complexes, très inquiétants, très dangereux. Alors je dis ça parce que c'est important, parce que moi je crois que chez l'être humain en général, qui ne fait pas partie du monde de la délinquance, c'est très rassurant de se dire que les personnes qui produisent des comportements aussi inquiétants, aussi extrêmes, sont des gens eux-mêmes très détraqués, parce que ça nous donne l'intuition que ça nous immunise d'une certaine manière. On se trouve quand même tous relativement
plus ou moins globalement normaux. Et donc on se dit, si je suis normal, je suis protégé de produire des conduites comme celle-là. Alors certainement qu'on est protégé de produire des conduites comme celle-là, parce que pour produire des conduites comme celle-là, il y a une série de contextes très importants, mais c'est important en tout cas de ne pas penser que ce serait simplement une manière de fonctionner de manière psychologique qui amènerait à produire des comportements comme ceux-là. Et donc les actes les plus extrêmes de l'humanité, les plus inhumains, comme on le disait tout à l'heure, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est donc qu'ils peuvent être produits par des gens qui ont des modes de fonctionnement psychique ou psychologique extrêmement problématiques, qu'on appellera détraqués par exemple, mais aussi par des personnes qui ont des modes de fonctionnement psychique relativement communs et qui n'ont pas de particularité, pas de singularité qu'on puisse mettre en évidence. Au cours de l'histoire, et notamment durant les guerres, beaucoup de phénomènes de torture sont connus et ont été tolérés par d'autres personnes présentes qui ont été témoins et qui n'ont rien fait pour l'arrêter, malgré qu'il soit éthiquement contre la torture. Comment expliquer cette tolérance ? Alors, on peut dire plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'ai été très marqué dans mes propres travaux où j'essaye de comprendre les personnes qui fonctionnent comme cela, parce qu'aussi j'essaie de les comprendre parce que j'ai travaillé pendant très longtemps, donc maintenant je suis professeur à l'université, mais j'ai pendant plus de 20 ans été clinicien en prison. Je rencontrais quasiment tous les jours des patients délinquants, et c'était pour moi une énigme d'essayer de comprendre ces modes de fonctionnement. Alors on pourrait dire en tout cas que du côté donc là je ressors du côté des personnes, je ne me mets plus du côté de ces personnes qui se soumettent à l'autorité pour produire des conduites délinquantes, mais des personnes ou des conduites de torture. Mais je mets ici du côté de personnes qui spontanément, d'elles-mêmes, produiraient des conduites d'une violence extrême à l'égard d'autrui. Ces figures-là, on va souvent avoir tendance à les appeler, à les diagnostiquer de psychopathie, voire de pervers. Je ne vais peut-être pas rentrer dans la différence entre le psychopathe et le pervers ici. Mais pour les psychopathes, moi j'ai été fort marqué par un auteur belge qui s'appelait Albert de Marais, qui était un psychiatre liégeois, qui était éthologue et psychiatre, donc il s'intéressait au monde animal, mais aussi au monde humain. L'éthologie, c'est la science du comportement de la conduite humaine et animale, humaine donc animale, pourrait-on dire. Et de Marais disait, il avait cette intuition que toutes les pathologies, si on veut les comprendre, tous les troubles, on doit les comprendre comme étant potentiellement des conduites adaptées, mais qui apparaissent inadaptées en fonction du milieu et du contexte social dans lequel elles sont produites. Prenons un exemple hors de la psychopathie pour commencer, pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous vous réveillez le matin, que vous vous brossez les dents devant votre miroir en peignoir, c'est une conduite assez adaptée. Okay ? Il n'y a pas de problème. Si vous voulez essayer, vous pourrez faire le test demain, vous verrez, ça marche assez vite. Faites exactement la même chose, en peignoir, en train de vous brosser les dents, mais faites-le au milieu de la place principale de la ville ou du village dans lequel vous vivez. Attendez quelques minutes et les sirènes de la psychiatrie viendront s'occuper de vous et des personnes habillées en blouse blanche viendront vous demander de faire un tour avec eux. Okay ? C'est intéressant parce que ça nous montre que c'est le contexte qui donne à un comportement son caractère pathologique. Et je pense qu'on peut, alors évidemment on peut toujours trouver des situations un peu limites, mais globalement on peut souvent interpréter les pathologies de cette manière-là. De Marais disait par exemple les personnes anorexiques, là l'anorexie c'est le fait de très peu manger et de chercher de la nourriture pour nourrir les autres. De Marais disait c'est des conduites dramatiques, mais en temps de guerre, en temps de famine, des personnes anorexiques c'est des conduites qui peuvent apparaître finalement très adaptées pour le groupe. Et il essaie de comprendre toutes les pathologies comme ça. Et les psychopathes, il a eu cette phrase assez géniale. Alors il a très peu développé après cette hypothèse-là, mais la phrase était vraiment géniale. Il dit « Les psychopathes, en temps de paix, on les met en prison. En temps de guerre, on les couvre de décorations. » Et donc ça répond un peu à cette question-là. C'est-à-dire qu'il voulait dire que certaines conduites, en fonction du climat social, du contexte social dans lequel on est, vont subitement apparaître très adaptées ou pas. Je vous donne par exemple un exemple qui m'avait toujours beaucoup marqué dans ma consultation. Un jour, j'avais un patient qui vient me consulter, qui était un monsieur qui travaillait dans des banques, dans différentes banques. Il était conseiller, très haut placé. C'est un type qui arrivait avec une immense voiture à ma consultation, enfin très, très impressionnante. Et il vient et il m'explique, donc en réalité, il est ce qu'on appellerait plus ou moins trader. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les traders, c'est des personnes qui gèrent des portefeuilles d'argent vertigineux et qui, en quelques manœuvres, jouent en bourse, en réalité, l'argent des banques en tant que tel. Et il m'expliquait que ça faisait plusieurs fois, il venait consulter un psy parce que ça faisait plusieurs fois qu'il se rendait compte que quand il poussait sur un bouton, alors
il dit, pour m'expliquer, il me dit, pour faire simple, si je pousse sur un bouton, je sais que de l'autre côté de la planète, dans tel pays, en fonction des actions que je vais faire acheter ou pas par ma banque, ça va mener à ce qu'une entreprise tombe en faillite de l'autre côté. Et donc, si l'entreprise tombe en faillite, dedans, il y aura 25 ou 30% des personnes qui vont être au chômage et ne retrouveront jamais de travail. Et dans ces pays-là, il n'y a pas de chômage. Et donc, ces personnes-là tomberont sans travail. Une proportion d'entre eux ne retrouvera pas du travail. Et statistiquement, une proportion d'entre eux va se suicider. Et il me dit ça de manière très, très impressionnante. Et les chiffres étaient... si vous faites ça dans une boîte où il y a 1000 personnes, statistiquement, il disait grosso modo, il y a peut-être 1 ou 2 suicides. Et il dit, j'ai du mal à vivre, en tout cas, je suis interpellé par le fait que je me rends compte que maintenant, quand je pousse sur ce bouton, pendant des années, ça ne me pose aucun souci, mais je me rends compte que si je fais ça, grosso modo, je tue quelqu'un, dit-il. Et c'était assez impressionnant, j'avais jamais vraiment réfléchi aux choses comme ça. Et il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je dis, écoutez, je vais être franc avec vous, je pense que c'est une conduite parfaitement psychopathique. La psychopathie, c'est chosifier l'autre, l'autre est un objet, et comme il est un objet, je n'ai plus de problème à le gérer comme je veux, à en faire ce que je veux, au risque même qu'il meure, puisque c'est un objet et pas un sujet. Okay. Et alors évidemment, je lui ai dit après, cela dit, c'est quand même intéressant parce que généralement les psychopathes ne se posent pas les questions comme vous voulez poser et ils n'arrivent pas à faire ce travail-là. Donc vous décrivez une conduite psychopathique et toute la question thérapeutique qu'on va faire ensemble, c'est de savoir si vous êtes psychopathe ou pas et si vous pouvez vous amender de ces questions-là. Tout ça pour vous montrer que là, et ce qui est très compliqué pour cette personne-là, c'est qu'il était très bon dans son domaine. Et il disait, on m'engage et je gagne très bien ma vie parce que je suis très efficace. Et parce que, justement, je ne fais pas trop de pitié, j'ai pas trop d'inquiétude pour autrui quand je fais ces choses-là. Et donc, tout ça pour vous montrer que des conduites comme celle-là, on est dans une société, alors c'est pas que la société aujourd'hui, c'est peut-être le propre de l'homme d'une certaine manière, c'est qu'il y a des séquences, il y a des moments où des prises de position d'autorité sur autrui, de non-respect des autres, de pouvoir sur autrui, sont des choses qui sont parfois tout à fait encouragées et même valorisées à certains moments par la société. Il n'y a pas de raison qu'en période de guerre, par exemple, quand les tensions sont plus grandes que d'autres, ces dimensions-là ne soient peut-être pas même encore plus exacerbées. Cela dit, je pense que précisément en période de guerre, il y a des valeurs éthiques, il y a un droit international, il y a un droit de la guerre, et donc ces valeurs-là doivent continuer à présider. On ne peut pas normalement torturer en période de guerre, c'est une pratique tout à fait interdite, vous l'avez bien rappelé par les dispositions de l'ONU, et donc c'est aussi important de ne pas non plus en arriver à légitimer toute conduite par rapport à cela, et de garder un regard et un cadre éthique par rapport à ces dimensions-là. Mais c'est vrai que c'est un grand classique, on sait bien que pendant la guerre, certains Américains disaient il faut quand même qu'on gagne la guerre parce que celui qui sera du bon côté de la victoire n'aura pas de compte à rendre à d'autres. Et il est vrai que n'oublions quand même pas que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec un assassinat de centaines de millions de civils par une bombe nucléaire qui a été envoyée sur 2 villes japonaises en tuant un nombre incalculable de civils. Et il n'y a jamais eu personne qui ait été inquiété aux États-Unis pour cette conduite-là, qui est une conduite tout à fait avilissante et scandaleuse. Alors de nouveau, il ne faut pas chercher des gradations par rapport à cela, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement les contextes sociaux vont modifier la qualité, au sens premier du terme, pas dans le sens qualitatif, mais de conduites qui seront produites. Mais pourquoi est-ce qu'on torture? La personnalité des personnes ou leur histoire personnelle, les éléments sociaux, politiques, culturels ou même encore individuels sont des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes en torturent d'autres. Certaines personnes torturent parce qu'on les oblige à le faire ou parce que des personnes puissantes le leur demandent. Ils obéissent aux ordres de l'oppresseur. Les oppresseurs torturent aussi parce qu'ils pensent que la victime est menaçante, dangereuse ou coupable. Parfois, la torture est perçue comme un moyen de chasser le mauvais et de continuer à vivre avec ses croyances tranquillement. En torturant, certaines personnes pensent qu'elles protègent leur communauté. Ils pensent agir au nom des leurs et pensent donc que les atrocités qu'ils commettent sont justifiées. Certains sont formés pour devenir tortionnaires, comme dans des contextes de régimes autoritaires ou de groupes armés qui violent les droits humains. La formation du tortionnaire n'est pas officielle et elle est clandestine.
les formateurs ont pour objectif de détruire l'identité du futur tortionnaire et de leur créer une nouvelle personnalité, capable d'être dépourvue de toute empathie envers ses victimes. Par exemple, il y a le célèbre tortionnaire Douche, qui est connu pour avoir dirigé la prison Tuol-Sleng entre 1975 et 1979. Lorsqu'il a rejoint les Khmers rouges, il a été formé par des instituteurs qui avaient une certaine idéologie, qui ont mené au génocide et à toute l'horreur que le pays a connue. Douche a obéi à des ordres, et lors de son procès, des témoins racontent que celui-ci a par exemple jeté un bébé du dernier étage du bâtiment. En janvier 1979, le régime s'effondre complètement et Douche reçoit l'ordre d'éliminer tous les détenus. Cependant, il a quand même attaché les 4 derniers à des lits et il les a achevés à coups de baïonnette, ce qui montre qu'il n'a pas simplement exécuté les ordres, il a aussi trouvé le moyen de faire souffrir les détenus. Lors de son procès, Douche a quand même su manier d'une part les silences et les trous de mémoire opportuns et les ambiguïtés, mais il a aussi su donner beaucoup de détails lorsqu'il le souhaitait. Malgré des tests lors de son procès, l'expertise psychologique conclut que Douche n'a aucune pathologie mentale, même s'il ne manifeste aucune empathie. Bien évidemment, tous les bourreaux ne sont pas à ce point-là, il s'agit quand même d'un cas extrême. Mais quelles sont les conséquences pour ce genre de profil souhaitant se réintégrer dans la société vis-à-vis de la torture qu'ils ont administrée, et quelles en sont les conséquences pour les victimes? Ok, alors là vous dites plusieurs choses fort importantes et qui me permettent de répondre peut-être à 3 choses. Alors je vais peut-être vite les nommer pour ne pas les oublier. La première, c'est la question de l'empathie qu'on va pouvoir rediscuter quand même quelques instants. La seconde, elle est un tout petit peu, c'est un peu délicat ce que vous dites parce que vous donnez un cas absolument extrême et puis vous dites comment est-ce qu'on fait pour réinsérer une personne comme ça dans la société. Il va de soi que quelqu'un qui est accusé de ces choses-là et qui commet ce type de faits-là, c'est quelqu'un qui prend des peines extrêmement longues et pour lesquelles, quand on pose la question du retour dans la société de délinquants, on est extrêmement rarement confronté à des profils aussi graves. Okay, c'est très important de bien avoir à l'esprit qu'en prison, toutes les personnes qui sont en prison, et je dirais même la majorité des gens qui sont en prison, ne sont pas des gens qui commettent des choses comme ça et qui seraient capables de commettre des choses comme ça. Ça, c'est vraiment très important de l'avoir à l'esprit. Et la plupart du temps, dans les sociétés contemporaines, les personnes qui sont reconnues coupables de tel type de conduite répétée avec ce rapport à la torture, etc., sont des gens qui prennent la perpétuité et on est quand même rarement confronté à des questions de réinsertion face à ces questions-là. Je dirais qu'en Belgique, moi, pour avoir travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la délinquance et parfois de la délinquance très, très, très grave et très, très importante, c'est des cas qu'on ne rencontre jamais, tout simplement. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas dans les prisons pour certains, mais c'est des personnes qui ont la perpétuité, parfois même des doubles perpétuités qui ne sont pas pour lesquelles la question de la réinsertion en tant que telle ne se pose pas. Mais par contre, on peut évidemment, pour des personnes qui ont eu des rapports de violence à l'égard d'autrui, poser la question de la récidive ou de son absence de récidive et de la place dans la société. Mais je pense que c'est une erreur de partir d'un cas aussi extrême pour en faire le modèle de la personne à réinsérer, parce qu'effectivement, là, c'est assez compliqué. Il faut peut-être simplement convenir qu'il y a quelques personnes qui ont des conduites absolument effrayantes et très inquiétantes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec et qu'on ne peut pas travailler avec, mais c'est peut-être un peu trop idéaliste de parler, en tout cas trop rapidement, de la question de la récidive. Il y avait une troisième chose que je voulais évoquer, mais je ne... Oui, et alors la troisième chose aussi qui était évoquée au début de votre intervention, c'était la question de dire, mais comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut trouver à l'origine de ces conduites-là? Comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela? Est-ce que ça s'explique par un passé, par une histoire de vie, par exemple? Alors, commençons peut-être par cette question-là. La question du passé, de l'histoire de vie, c'est vrai que j'ai envie de dire que de nouveau, il n'y a aucune règle. C'est pour ça que c'est toujours du cas par cas. On peut avoir des personnes qui commettent des choses affreuses et qui ont elles-mêmes subi des choses affreuses durant leur vie et qui répètent un peu ce qu'ils ont vécu. Parfois, ils vont le verbaliser, parfois, ils vont d'ailleurs l'utiliser comme excuse, excuse entendable ou inentendable. J'ai presque envie de dire peu importe, mais d'autres personnes
leur histoire de vie ne va pas du tout faire état de ces éléments-là dans leur parcours. Et donc, c'est de nouveau très important de ne pas en faire une règle. Pourquoi c'est très important de ne pas en faire une règle? Parce que sinon, si on en fait une règle, on crée le réel par la théorie. Et donc, quand vous aurez affaire à un délinquant grave, qui a fait des choses atroces, vous allez tout de suite dire « Ah, mais de facto, il y a donc eu dans son histoire de vie telle et telle chose ». Et ça, c'est une erreur, c'est du constructivisme, alors que c'est important d'aller voir ce qui s'est vraiment passé, donc il n'y a pas de règle qu'on puisse établir. La deuxième chose, c'est la question de l'empathie. Alors, moi, je défends une position un peu particulière à ce sujet-là. Alors, je ne suis pas le seul à faire ça. J'ai des collègues qui le font ailleurs. Et d'ailleurs, dans le monde de la recherche, on a des débats sur ces questions-là. Mais j'ai des collègues qui ne sont pas non plus d'accord avec ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, moi, je défends assez bien que les grands psychopathes, les grands tortionnaires, je pense que c'est des gens qui ont de l'empathie pour autrui. C'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est une erreur de dire qu'ils n'ont pas d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre l'autre. Okay? Ben, je pense que ces gens-là, c'est bien tous leurs problèmes, ont beaucoup d'empathie parce qu'ils comprennent très bien les autres. Les grands psychopathes sont capables de manipuler l'autre. C'est un mot que j'aime pas tellement, manipuler, mais utilisons-le pour faire simple. Ils vont dominer autrui précisément parce qu'ils le comprennent très bien. Par contre, les psychopathes, les personnes qui produisent ces conduites-là, n'ont pas de sympathie à l'égard d'autrui. Donc, c'est assez classique, par exemple, qu'un psychopathe puisse décrire la souffrance de ses victimes, il fait alors preuve d'empathie, mais dire subitement après, mais j'en ai rien à faire. Il ne fait pas preuve de sympathie. Et je trouve que c'est vraiment important parce que faire des psychopathes des gens qui n'ont pas d'empathie, ce serait faire des psychopathes ou de ces grandes figures criminelles des gens qui ne comprennent pas les autres. Je crois qu'ils les comprennent bien. C'est ça qui les rend si dangereux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont rien à faire en termes de bien-être pour autrui, en termes de compassion pour autrui, pourrait-on dire. Ils n'en ont rien à faire de cet autre. Ils ont donc un trouble de la sympathie. Alors c'est peut-être une petite nuance, mais elle me semble assez importante à conserver. Un autre élément qui est assez important, c'est quand on dit, vous posez la question de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ce choix-là, etc. Je crois que c'est aussi très important de comprendre que les personnes qui produisent en tout cas de nombreuses conduites d'emprise sur autrui, de violence à l'égard d'autrui, ne sont pas des gens qui le font de manière... la souffrance de l'autre, ce n'est pas quelque chose que les gens font de manière strictement, je dis bien strictement, délibérée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables, mais ça veut dire que comme pour toute conduite humaine, on n'est pas constamment en train de réfléchir à ce qu'on fait. La plupart du temps, les personnes, quand on discute avec elles, qui ont commis ces faits-là, elles nous expliquent, elles disent, mais ça s'est fait comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Certains disent parfois, c'est un pouvoir que j'ai sur l'autre qui est là depuis toujours. Et donc, si vous voulez, ça les rend... Alors moi, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour eux, parce que ça les rend, en fait... ce serait une bonne chose s'il suffisait pour eux d'actionner un bouton dans leur esprit en disant, je décide de manipuler autrui, je décide de violenter autrui, je décide d'être agressif sur autrui, dominant. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une manière d'habiter le monde qui s'est construite, alors parfois avec une histoire. Hein. Je me souviens par exemple que quand j'avais fait l'expertise d'un très grand criminel belge qui est connu pour avoir fait des très graves faits de délinquance sexuelle, il me racontait que son premier souvenir d'enfance, c'était quand sa mère le jetait de son escalier, jetait du haut de son escalier. Alors ça ne minimisait en rien les drames qu'il avait pu commettre après sur des enfants, mais c'était quand même intéressant de voir ce premier rapport à autrui, hein, une figure qui est a priori une figure de soin, qui dit « mais je me souviens quand ma mère me jetait dans les escaliers ». Et c'est le premier souvenir que j'ai d'elle, dit-il. On peut concevoir que les personnes alors construisent une existence là-dessus, mais ça me semble vraiment important d'avoir à l'esprit que les personnes des choix comme ça, mais comme en fait la plupart des choix dans la vie, ne sont pas des choix qui seraient strictement rationnels. Hein, si le matin, quand vous vous levez, vous devez venir à un studio d'enregistrement, vous n'êtes pas en train de vous dire constamment « je suis en train de venir à un studio d'enregistrement ». Vous vous levez et puis vous pratiquez l'expérience de la vie qui fait que vous allez prendre le bus, etc. Mais là, vous allez le faire un peu différemment parce que vous n'êtes pas au même endroit que d'habitude. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la conduite humaine, elle n'est pas si corrélée à des choix réfléchis constants. La plupart du temps, quand vous faites des choses dans la vie, vous n'êtes pas en train de consciemment et concrètement et systématiquement les réfléchir. Et ben, je pense que les conduites de violence répondent à cette même logique-là. C'est un mode de fonctionnement, alors qui parfois s'explique par un contexte, on en a parlé tout à l'heure, parfois par des aspirations personnelles, mais qui ne sont pas aussi singularisées, c'est pas singularisé, qui ne sont pas aussi déterminés par une volonté propre au sujet. C'est plutôt une manière de fonctionner, ce qui ne les rend pas moins coupables, hein, ce qui n'est pas une moins bonne chose, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Dernière chose,
on évoquait la question de la récidive, et de la réinsertion dans la société. Comment est-ce qu'on peut reprendre une place en société quand on a fait des choses aussi importantes et parfois aussi atroces. C'est en tout cas intéressant alors c'est une question très complexe, très difficile à poser. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les points de repère que l'on a par le savoir scientifique en la matière, c'est que paradoxalement, ce qu'il y a de plus essentiel pour une personne, c'est le fait de pouvoir reprendre une place dans la société la plus insérée possible, d'avoir une activité, d'avoir un emploi, et de pouvoir trouver les moyens si vous voulez, de faire avec d'éventuelles pulsions. Donc si une personne dit, voilà, moi je suis attiré sexuellement par les enfants, c'est comment il fait pour ne pas concrétiser cette pulsion-là, ou comment il fait pour ne pas être dans des situations comme celle-là. C'est l'exemple typique d'un patient pédophile qui dit, je vais me réinsérer, j'ai trouvé un logement, c'est à côté d'une école maternelle. Là, on est très inquiet, ok. On va plutôt lui dire, écoutez, si on réfléchissait un peu les choses. Et donc, si vous voulez, c'est un peu ces équilibres-là. Paradoxalement, ça ne passe pas tellement par le langage et par les grands effets d'annonce. Je m'en veux terriblement pour mes victimes. Je veux vous manifester le fait que j'ai beaucoup d'empathie pour mes victimes. Ces questions-là ne sont pas des questions inintéressantes, mais ce ne sont pas des marqueurs qui vont nous permettre d'identifier les choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que, moi je dis souvent que les discours les plus réussis et qui donnaient le plus la chair de poule à l'égard des victimes, qui touchaient le plus, c'était ceux qui étaient produits par des grands pervers manipulateurs, qui avaient très bien compris le jeu social dans lequel ils étaient et qui avaient bien compris que face à leur psy, face aux juges, etc., ils devaient dire qu'ils étaient pleinement responsables, qu'ils s'en voulaient, etc., etc. Mais si vous voulez, il y a un écart entre ce que la personne produit comme discours et l'intimité de son être le plus profond. Et je ne crois pas tellement qu'on peut postuler que parce qu'on soit psychologue, on ait plus accès à cette intimité profonde-là. Et je ne crois pas qu'elle soit tellement langagière. Moi, je suis assez peu intéressé par ce que disent les patients de leurs victimes. En tout cas, enfin non, c'est pas vrai ce que je dis. Ça m'intéresse quand c'est important pour eux. Mais je vais jamais aller les chercher là-dessus. Je vais jamais leur dire tout ira bien, mais vous devez d'abord reconnaître ce que vous avez fait. Moi, si j'ai un patient qui me dit écoutez, je suis complètement innocent, je dis écoutez, c'est pas mon problème, ça c'est le problème du juge. Moi, je suis là pour vous aider. Et c'est très important de pouvoir faire ça. Et la qualité de la réinsertion, c'est pas tellement qu'une personne va s'amender, va être dans l'aveu, va reconnaître. C'est une personne qui va pouvoir mettre en place dans sa vie des éléments d'insertion dans la société. Alors c'est compliqué à entendre, ça, parce que ça va à l'encontre d'une morale très importante qui nous dit quand même la moindre des choses, c'est qu'il reconnaît très bien ce qu'il a fait, etc. Et que la société le dit, j'ai pas de problème, que le juge le dit, j'ai pas de problème. Mais nous, quand on nous demande la question en tant que psy et qu'on nous demande de nous positionner, on sait que ce ne sont pas des indicateurs qui vont faire en sorte qu'une personne récidivera ou pas. Ce qui est très contre-intuitif et à mon avis donc très important à avoir à l'esprit. Ce qui fait qu'une personne ne récidivera pas, c'est la qualité de l'ancrage social, culturel, professionnel dans lequel elle est. Et je prêche un peu pour ma paroisse, mais parce que les données scientifiques permettent de le dire, mais aussi la qualité de la psychothérapie. Et il y a des études assez passionnantes qui montrent que si une personne fait une psychothérapie sérieuse avec dans le champ de la délinquance, elle va réduire son risque de récidive. Par contre, d'autres études montrent que si on commence une psychothérapie et qu'on l'interrompt, on va augmenter la récidive au-delà de ce qu'elle était avant qu'on ne commence la thérapie. Ce qui veut dire que c'est très intéressant. Ça veut donc dire que quand on commence une psychothérapie avec un patient, on a beaucoup de responsabilités parce que les psychothérapies qui ne sont pas menées à terme, elles vont potentiellement avoir pour effet de produire plus de récidives que si on n'avait rien fait. Ce qui veut donc dire que quand on le fait, on doit le faire avec beaucoup d'investissement. Alors après, c'est des chiffres parfois un peu trompeurs parce qu'on pourrait se dire aussi que ceux qui arrêtent la thérapie sont les cas problématiques. Donc les chiffres, on leur fait parfois dire ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait assez raisonnablement, et on a quand même des preuves empiriques assez fortes pour dire que quelqu'un qui sera soutenu dans la vie sociale et que ce soutien puisse passer par un psychothérapeute, notamment, il n'y a pas que ça, c'est pas l'être absolu, mais ça peut en tout cas dans beaucoup de cas fonctionner. Moi, je rencontre régulièrement beaucoup de personnes à ma consultation, toujours maintenant, qui ont commis des faits de délinquance et je trouve que c'est très important, par exemple, de pouvoir leur dire, mais tiens, là, aujourd'hui, je vous sens beaucoup plus fragile, vous venez de me dire que vous avez eu telle et telle difficulté. Je pense à un patient que je vois régulièrement en ce moment qui est là pour des faits que je rencontre pour des faits de pédopornographie, de consultation pédopornographie, et il est dans une période de sa vie très difficile pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la délinquance. Et je lui ai dit récemment, je vous sens très fragile, je ne sais pas pourquoi, mais je dois vous le dire, j'ai peur que vous ne récidiviez.
et il a été très très touché parce qu'il m'a dit « Ah mais c'est terrible que vous me disiez ça parce que je n'arrête pas d'y penser, j'ai peur de recommencer à aller voir des images de pédopornographie sur Internet. » Et le fait qu'on le dise, ça lui a vraiment permis de... Et donc là, je pense que c'est vraiment le job du psychothérapeute. Et là, je crois qu'on peut vraiment faire un travail très important d'aide. Et comme toujours dans ces cas-là, le fait de ne pas récidiver, ça aide deux personnes. Bien évidemment, la victime, les familles des victimes autour, mais aussi, bien sûr, le délinquant. Je n'ai jamais vu un délinquant qui se réjouissait de récidiver en sortant. Les délinquants en sortant, ils espèrent ne pas récidiver, ne pas retomber en prison. C'est un milieu atroce, la prison. Et il n'y a pas de volonté de répliquer les choses. Et donc, on essaie de mettre en place des choses pour que ça ne se reproduise plus. Il est bon de savoir que le 26 juin est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Comment reconnaître les violences, tortures psychologiques et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux et comment éviter de reproduire les mêmes schémas? Oui, alors c'est la question des victimes, c'est une bonne question parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. C'est une question très importante. Moi, je pense que la question des victimes est une question d'abord très complexe, pour laquelle on doit encore moins que pour les agresseurs avoir des règles. Pourquoi ? Parce que je crois que le pire qu'on puisse faire en tant que psy, mais au fond en tant que citoyen, en tant que société, c'est de prescrire un vécu à une personne. Je défends vraiment beaucoup le fait que quand une personne arrive, quoi qu'elle ait subi, je ne vais jamais l'appeler victime. Je ne vais jamais essayer... Alors, si elle s'appelle victime, on va discuter de son vécu de victime, mais je vais toujours avoir à l'esprit qu'en fonction de ce qu'elle a vécu, certes, elle peut avoir des difficultés, mais elle peut tout autant ne pas vivre ces difficultés-là. Il y a des personnes qui subissent des conduites d'une violence extrême et qui ne sont pas traumatisées. Ça existe. Il y a des personnes qui subissent des choses beaucoup moins fortes et qui sont terriblement traumatisées. Il n'y a pas de règle en la matière. Moi, j'avais été très marqué pendant les attentats de Bruxelles par une dame qui me sonne, qui me dit voilà, elle me décrit au téléphone sa symptomatologie. On convient d'un rendez-vous et je crois qu'elle était je comprends qu'elle était au lieu dans le métro de Malbec parce qu'elle me parlait beaucoup de ça. Et en réalité, j'ai compris qu'elle avait vécu tout ça depuis sa radio. Dans son salon. Et elle avait tous les traumatismes, elle avait tous les symptômes du traumatisme. Elle n'arrivait plus à dormir, elle avait un vécu dépressif, un sentiment d'inutilité, toutes ces... Et elle était pourtant à plus de 100 km des lieux où ça s'est produit. Et donc, tout ça... Et on peut potentiellement concevoir que des gens soient sur des lieux où se vit une violence extrême et en ressortent en disant mais ça va, moi ok, ça va, je suis capable de... Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit jamais imposer une victime. Moi, je pense qu'on ne doit jamais imposer à qui que ce soit, d'ailleurs, un sentiment. Et je trouve aussi qu'on doit aider les gens à déployer une palette émotionnelle plutôt que de les réduire à une dimension. Par exemple, je suis assez en désaccord quand on dit aux personnes « vous devez reconnaître que vous êtes en colère » ou bien « vous devez reconnaître que vous souffrez ». Non, je crois qu'on doit surtout dire aux gens « essayez de reconnaître les palettes émotionnelles qui sont en vous ». Et souvent, quand on fait ça avec les personnes, c'est très touchant et très impressionnant parce que les personnes vont souvent convoquer des émotions parfois contradictoires. Un exemple qui nous fait un peu sortir de ça, mais je trouve qu'il est assez intéressant parce que c'est une condition anthropologique qui nous concerne tous, mais c'est face à la mort, par exemple. Quand vous vivez la mort d'un proche, c'est quand même des éléments que potentiellement on vit tous dans notre vie, eh bien, moi je crois qu'il n'y a rien de pire que les gens qui disent « Ah mais tu es triste ». Tu es forcément triste et tu dois reconnaître que tu es triste. Je pense que c'est très important que les gens puissent ouvrir leur expérience émotionnelle. Et très souvent, face à la mort, même quand elle est dramatique, les gens sont heureux d'éprouver aussi du bonheur, par exemple, aussi de la joie, et de ne pas réduire l'expérience émotionnelle à un seul vecteur, à un seul facteur. C'est pas du tout facile de prendre cette position-là, mais je trouve que c'est la position la plus respectueuse qu'on peut avoir à l'égard d'une personne, c'est de ne surtout pas chercher à lui imposer un vécu, mais lui permettre vraiment de l'exprimer de la manière la plus vaste possible. Et dedans, il y aura des vécus, des éléments qui seront liés à la question du vécu de victime, mais le fait qu'on lui permette d'ouvrir tout cela, eh bien, elle va pouvoir trouver en dehors de ce statut de victime des éléments sur lesquels elle pourra se raccrocher. Et réduire la personne à ce statut-là, ce qu'on a parfois un peu tendance à faire dans la société, à mon avis de manière erronée, et c'est à mon avis une erreur de faire ça, je crois que c'est plutôt des choses qui font du tort aux personnes par rapport à cela. Je crois qu'on doit vraiment les aider à pouvoir être les plus... Alors, pouvoir discuter de ça, pouvoir bien sûr... par exemple, typiquement, est-ce qu'une victime doit forcément en vouloir à son assassin,
à son bourreau, à la personne qui lui a fait du tort? Pas spécialement, on s'en fout. Si c'est pas par là que passe sa difficulté, je crois qu'on doit respecter ce qu'elle nous dit. On ne doit pas imposer une conduite ou un sentiment parce que la morale ou la bienséance nous ferait penser que c'est comme ça que ça doit se passer ou que nous, on sait ce qu'elle vit et pas nous. Moi, je ne sais jamais ce que vivent mes patients et je ne sais jamais mieux qu'eux ce qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que la réhumanisation est possible? Et si oui, comment arriver à réhumaniser ces tortionnaires alors qu'ils ont un peu renié leur part humaine? Alors, donc, comme je l'ai dit, je pense qu'on n'est pas toujours dans la déshumanisation, mais il y a deux choses. La première, c'est que si on est dans des vraies dimensions de déshumanisation, je pense que c'est très important d'essayer de comprendre, d'en saisir les éléments. Est-ce que ça vient d'éléments contextuels, sociaux? Voilà, typiquement quelqu'un qui agit dans une organisation criminelle très importante. Je pense effectivement quand cette personne est sortie de ce collectif-là et qu'on discute avec elle, je pense que souvent c'est pas si compliqué que ça, paradoxalement, de la sortir de ces rapports de déshumanisation. Si vous prenez un bourreau qui passe sa vie à commettre des faits d'une atrocité totale, à partir du moment où il n'est plus dans une structure qui le fait produire ces éléments-là, paradoxalement, on va surtout être fort attentif à lui parce que souvent, alors la personne va, de manière un peu vertigineuse, se rendre compte de ce qu'elle a fait et être extrêmement mal. Et donc, tout ça, c'est un travail qui peut tout à fait se faire. Donc ça, ce sera la question de la déshumanisation quand elle a lieu. Cela dit, je pense que dans le champ de la délinquance, là c'est la délinquance grave, comme on l'a discuté ici, et notamment potentiellement de certaines conduites de torture ou d'emprise sur autrui, ce qui est très compliqué, c'est que je pense pas qu'on soit dans quelque chose qui serait strictement de la déshumanisation. Je pense que c'est des conduites où justement il y a de l'ambiguïté, de l'ambivalence qui se met en place, et il faut reconnaître que c'est parfois des profils extrêmement inquiétants, parfois extrêmement problématiques. En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est illusoire. Si on est d'accord pour dire que cette phrase qu'on évoquait tout à l'heure, les psychopathes en temps de paix, on les met en prison en temps de guerre, on les couvre de décoration. Si on est d'accord pour dire qu'il y a donc quelque chose de potentiellement adaptatif dans ces conduites-là en fonction des circonstances, ça me semble assez compliqué de faire en sorte que la personne change du tout au tout. Moi, je crois assez peu à l'idée en psychothérapie, en général, d'ailleurs, qu'on change les gens. Je crois qu'on les aide à être un tout petit peu plus libres, mais fondamentalement, je crois qu'il faut respecter les gens, c'est leur permettre de ne pas changer. Et tout simplement, je crois que c'est pas possible de changer les gens. Et en fait, je crois que c'est très illusoire. Et si les gens changent, ils nous disent qu'ils changent, et fondamentalement, ils ne changent pas. Ils produisent un discours de rassurez-vous, je ne recommencerai plus jamais, etc., etc. Souvent, je leur dis écoutez, gardez un peu vos discours pour le juge. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parlez-moi plutôt de choses un peu plus intéressantes. Et si on est d'accord pour dire que c'est des gens qui ont développé ces manières de fonctionner pour des raisons, on prenait l'exemple tantôt de cette personne qui jetait dans le couloir, dans l'escalier ou quand il est bébé, ou qui ont développé un rapport au monde fait d'agressivité, fait de méfiance, de colère, etc. Je crois que c'est très compliqué de les rendre, de réduire ces dimensions-là. Je pense que ce qu'on va travailler avec eux, c'est de dire. Et là, par contre, je trouve que c'est les prendre très au sérieux, c'est de leur dire, mais vous savez, ce qui est en tout cas de certain, c'est que la personne que vous êtes n'est certainement pas satisfaite de passer sa vie en prison depuis plusieurs années, d'être enfermée. Et dire, comment est-ce que vous allez mettre des choses en place pour que la personne que vous êtes parvienne à ne pas retomber en prison plus tard. Et de manière conséquentielle, et la conséquence se jouant dans les deux sens, dès lors, de ne plus infliger les souffrances que vous avez infligées à autrui. Comment est-ce qu'on met les choses en place? Et comment est-ce qu'on trouve un moyen pour que vous restiez qui vous êtes, mais que ces manières de fonctionner que la société n'a pas tolérées et ne tolérera jamais à votre égard, puisse ne plus faire partie de votre manière de fonctionner. Et je trouve que c'est beaucoup plus, à mon avis, c'est beaucoup plus raisonnable de penser faire ça que de changer la personne, de la faire passer dans une boîte magique qui peut en ressort et la personne devient toute adoucie et toute gentille. Je crois que c'est assez difficile à défendre. Mais par contre, je pense que c'est une attitude finalement très respectueuse à l'égard de l'autre, de lui dire, mais voilà,
comment on trouve les moyens pour faire. Et souvent, les personnes, elles sont assez attentives à ça et au fond assez touchées. Et elles disent, bah oui, c'est vrai que ce serait quand même mieux que j'arrive à ne plus faire ça. Comment je pourrais faire? Et alors là, on leur dit, bah, peut-être que la première chose à faire, c'est d'identifier les moments dans lesquels vous vivez le mieux, dans les moments dans lesquels vous êtes moins exposé à ça. On prend l'exemple tantôt classique, mais du pédophile qui se réinsère près d'une école, bah, mais si vous essayez d'aller vivre ailleurs, etc., etc. Et on part de choses parfois très concrètes, très simples, mais qui sont en fait très respectueuses, je trouve, de la personne. C'est une question, j'insiste beaucoup sur la question du respect, mais c'est parce que je pense que c'est des personnes qui, pour plein de raisons, d'ailleurs peut-être défendables, mais n'ont pas le respect des autres. Elles-mêmes ne produisent pas de respect à l'égard des autres, mais la société ne leur témoigne pas beaucoup de respect. Et je trouve que le rôle du psychothérapeute, dans ces cas-là, c'est d'arriver à avoir du respect pour eux. Je trouve que c'est très compliqué. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir du respect pour les autres, parce que parfois on s'énerve, mais avec des personnes comme ça, c'est très facile de ne pas en avoir. Pensez aux grandes figures criminelles que vous connaissez. Est-ce que vous arriveriez à avoir du respect pour eux? Je pense que le thérapeute, c'est quelqu'un qui doit produire du respect pour ces personnes-là. Et ce n'est pas grave si on ne sait pas en avoir, mais on ne peut pas être son patient alors. Et on doit simplement dire, je ne peux plus m'occuper de monsieur, je n'ai plus de respect pour lui, ou je n'arrive pas à en avoir, et je ne suis pas capable. Et je pense qu'arriver à créer une relation thérapeutique qui repose sur la question du respect, avec des personnes qui, la plupart du temps, n'ont pas de respect pour les autres, je crois que c'est un travail très difficile à faire, qu'on n'arrive pas toujours à faire, mais je pense que c'est un élément solide et on peut émettre l'hypothèse que de ces petites relations qui va mettre le respect au cœur de l'expérience, on peut émettre l'hypothèse et accepter qu'on sera déçu, que ça ne marchera pas toujours, mais que les personnes vont l'exporter en dehors de la thérapie dans la vie extérieure et essayer de développer des rapports sociaux plus respectueux à l'égard d'autrui, ce qui les aidera évidemment dans leur vie future. C'est ici que notre épisode touche à sa fin. Un grand merci, Monsieur Anglebert, de nous avoir donné un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Et comme toutes bonnes choses ont une fin, nous sommes arrivés à terme de notre podcast, Les Abîmes de l'Histoire. Nous espérons tous et toutes que ce podcast vous aura captivé, appris et sensibilisé sur ce sujet encore trop actuel qu'est la torture.